ça reste un produit très autotuné. Je pense que voilà, ce mec-là, avec un pied de micro et une guitare acoustique, il vaut pas grand-chose. Et la personnalité de Sylvie Ortega pose problème déjà dans sa manière de parler, dans sa manière de réagir. Je dis rien, à part à mon mec de l'époque avec qui je vivais, je lui disais c'est fou quand même. Et pendant 2 jours, je rumine ce truc. J'ai l'impression que Loana, elle est quand même pas très bien entourée. Oui, parce que de quoi machin. t'aurais eu peur qu'elle prenne l'argent, c'est ça ce qu'elle aurait pu faire? Elle prend l'argent Complètement. et puis Loana n'en voit pas la couleur et c'est ça qui se passe. C'est fort possible. Ça faisait 4 000 et quelques. Ok, t'étais à 30 000 € par mois, quoi. Bah ouais, entre À 20 peu et 30 000 près. par mois. Je n'ai jamais été aussi riche de ma vie alors que je gagne quand même la moitié de ce que je gagnais à l'époque. Salut Alban. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Allo Alex. Bah merci de me recevoir, je suis très content. Fais comme à la maison, voilà, on va passer un petit moment Ok, je m'installe. ensemble. Installe-toi, voilà, sois confortable. On va parler de ton actualité. Tu es chanteur, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui te suivent. Je sais que tu as un public très assidu, notamment sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien, c'est le thème de cette émission, donc on va beaucoup en parler. Mais on va parler de cette actualité, parce qu'il y a un nouvel EP qui est sorti qui s'appelle La Pause. Oui. Tu fais des scènes aussi avec cet EP, donc tu es en pleine création artistique là. C'est encore un aboutissement, c'est un nouveau bébé que tu espères emmener loin. Bah, je suis à nouveau en création parce que ça faisait des années que j'avais pas créé justement, comme je fais beaucoup d'events privés, je fais beaucoup de scènes, j'ai jamais arrêté, mais avec les chansons des autres. Et ça me manquait depuis un petit moment de pas créer, de pas composer, de pas écrire. Je le faisais pas volontairement parce que j'avais pas envie de le faire parce que c'est beaucoup d'investissement pour parfois peu de retour, donc ça engage beaucoup émotionnellement. Et là, j'ai eu une envie soudaine de réécrire, de recomposer. Et je suis trop content parce que c'est la première fois que j'ai un vrai truc qui me ressemble. J'ai eu l'occasion de chanter mes titres sur scène. Donc voilà, ça redonne un petit renouveau et ça renflamme un petit peu ma passion pour la musique qui commençait un peu à s'éteindre, je l'avoue. Ah, c'est vrai? Ouais. Et comment t'as senti ça? Tu t'es dit, oh, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose? Bah, en fait, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 10 ans. Et à force de chanter les chansons des autres, parfois, notre côté créatif, il s'éteint un peu. Il y a une sorte de petite flamme qui s'éteint. J'ai jamais voulu arrêter de faire de la scène, mais créer, ouais, vraiment, j'avais envie d'arrêter, je voulais plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus fort que moi. Donc je suis content que ce truc-là soit revenu. C'est cool. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui t'aiment et qui te suivent. On va commencer cette émission avec une première appli. C'est l'appli Musique, évidemment. J'ai envie de te demander tout de suite, quel est l'artiste qui tourne en boucle dans ton téléphone? Alors en ce moment, sans paraître égocentrique, je réécoute mes propres chansons. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, le fait de ne pas chanter mes chansons en live régulièrement fait que je ne connais pas les paroles de mes chansons par cœur, moins qu'une chanson de Slimane qu'on va entendre 40 fois par jour à la radio. Donc pour préparer mes dates de concert, je suis obligé de foutre ma voix dans mes oreilles tous les jours pour bien avoir le texte en tête et ne pas faire d'erreur ce jour-là, quoi. Et ça va, ça te plaît toujours autant? Tu aimes toujours autant ce que tu fais? Je me saoule quand même assez vite, hein. Franchement, ouais. Je me saoule assez vite. C'est pas dur, parce que tu parles du fait d'interpréter toujours les titres des autres et tout. Quand tu vois les tubes, tu te dis, moi aussi, mon tube, je l'attends et tout. Ouais. C'est aussi ça que tu as en tête à chaque fois, parce que j'imagine la frustration d'interpréter, et c'est un vrai travail d'interprète. Oui, bien sûr. C'est super dur d'être interprète. Et de te dire dans la création, voilà, il y a des tubes énormes. Le mien, je le veux, je vais le vivre. C'est ça, ce à quoi tu penses aussi? Alors, je serais hypocrite de dire que je ne veux pas de mon tube et que je veux pas vendre 1 million de disques. Mais par contre, c'est plus mon leitmotiv principal depuis déjà plusieurs années. C'est-à-dire que je vis très bien de la musique et ça fait 12 ans que je vis de ce métier. Donc je considère que j'ai pas besoin de faire un tube pour être épanoui et pour être heureux dans ce que je fais. Après, si évidemment, grâce à mon album, on peut remplir un Bercy et qu'il y ait 20 000 personnes qui chantent mes chansons, je serais hyper hypocrite de se dire que ça me ferait pas plaisir. Mais par contre, je le fais pas dans ce but-là, parce que je sais déjà que la concurrence est trop rude et que quand on n'est pas soutenu par les radios, par des gros médias, etc., c'est toujours plus compliqué. Donc je suis assez lucide quand même sur la situation. Tu penses pas qu'un titre, un tube aujourd'hui peut vivre et se développer tout seul? Je pense à des débuts de carrière comme Vianney, par exemple. Il met son son Pala sur Internet et puis Pala va exploser, puis la carrière après est celle qu'on connaît. Mais tu penses pas qu'un titre peut vivre son destin tout seul, sans grosse machine derrière? Si, je pense. Mais par contre, c'est une aiguille dans une botte de foin. Donc oui, par contre, les réseaux sociaux sont extraordinaires pour ça. C'est qu'on peut faire émerger des artistes comme ça, avec un titre, et sans forcément avoir l'appui des maisons de disques, des radios et tout. Donc là, oui, c'est intéressant.
Mais voilà, c'est un élu parmi des millions et des millions. C'est pour ça qu'il faut continuer à créer et continuer à partager des choses. Indila, elle a fait son premier succès, elle avait 36 ou 37 ans, et pourtant ça faisait 20 ans qu'elle faisait ce métier. Donc voilà, et juste parce qu'elle n'a pas arrêté les collaborations, parce qu'elle n'a pas arrêté de créer, un jour, Dernière Danse est sortie et ça a explosé. Et ça a explosé pour elle. Et puis des fois, ça peut être un titre auquel on ne pensait pas forcément, qu'on crée, qu'on sort, alors qu'on attendait un tube sur un autre. Et Exactement. en fait, c'est celui-là qui va prendre une destinée assez incroyable. Enfin, moi, je trouve ça fascinant sur les artistes, mais ça, après, c'est mon avis personnel. Mais quel est l'artiste que tu n'écoutes pas du tout? Celui que je risque pas de trouver dans ton téléphone là, Jul. Que tu détestes? Jul, je le déteste pas en soi, parce que je parle de le connais pas. Hein. Mais j'ai un peu de mal avec... je dis Jul, mais ça englobe en fait... toute cette génération d'artistes, je les appelle des artistes parce que c'est vraiment des artistes, et puis s'il y a un public qui a autant de millions d'écoutes et de succès, c'est parce qu'il y a un public pour ça et je le respecte entièrement, mais moi ça me touche pas. Mais ça pourquoi me touche pas. Ben, moi je suis un puriste de la voix déjà, j'aime vraiment les chanteurs et les chanteuses, et pas forcément les grandes voix, j'aime aussi les petites voix mais qui ont un truc hyper intéressant, et Jul, voilà, ça reste un produit aussi, même si il a certainement des textes super parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans. Ça reste un produit, très autotuné. Je pense que voilà, ce mec-là, avec un pied de micro et une guitare acoustique, il vaut pas grand-chose. C'est pas ce qu'on lui demande en même temps, c'est pas le public. Mais moi, j'aime bien quand... Voilà, Lady Gaga, par exemple, qui est un gros produit, qui est super produit, etc., qui fait des trucs incroyables. Voilà, tu lui mets une guitare et un micro, elle défonce tout. Donc voilà, c'est plus pour ça. Jul, on n'est pas sûr de te voir travailler avec, quoi. Ou de faire un featuring avec lui. À moins que ce soit hyper surprenant et que j'adore ce qu'on fait, mais c'est pas l'artiste vers qui j'irai premier abord. Ouais. Allez, l'appli Instagram maintenant. Alors, ta bio sur Instagram, on peut lire sur ton compte singer, ok, chanteur. Currently in Japan. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que currently, moi... Est-ce que je l'ai pas changé ce truc-là récemment? Excuse-moi, currently, moi on est à Paris. Alors en fait, peut-être que j'ai pas changé mon truc, mais je suis parti en... Non, je l'ai enlevé. Au moment où j'ai pris, alors autant pour moi, mais... mais c'est vrai que je l'ai enlevé il y a quelques jours. Je l'ai enlevé il y a quelques jours parce qu'on m'a fait la réflexion et dit mais attends, t'es au Japon? Non, en fait, je suis parti en tournée pendant un mois au Japon, au mois de mars, donc tout le mois de mars. Et c'est vrai qu'en rentrant, j'ai pas pensé à changer le... Ok, donc maintenant c'est fini, t'es bien à Paris, ça bouge pas, je suis bien à Paris, mais je repars en tournée en janvier au Japon. Donc tu pourras le remettre. Je le remettrai. Je pourrais te reposer la question. Je penserai à toi. T'as beaucoup de professionnels, que du professionnel d'ailleurs? Oui. Sur ton compte Instagram, parce que là on parle vraiment d'Insta. Pourquoi ce choix? Alors en fait, j'ai toujours beaucoup partagé sur Instagram. J'avais 2800 posts sur mon feed. Et au mois de mars, quand j'étais au Japon, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé d'enlever les 2800 posts. Et je suis reparti à zéro. Mais pourquoi? Parce que déjà, il y avait plein de choses qui ne me ressemblaient plus, parce que je lançais un nouvel EP et que pour moi, il était important comme c'était un EP qui me ressemblait vraiment, que c'était un truc que j'ai créé de A à Z, sachant que je n'avais jamais écrit et composé mes morceaux à 100% depuis que je fais ce métier, j'ai décidé de faire page blanche avec un nouveau visuel et avec que des posts qui concernent ma musique. En story, c'est différent. En story, je mets des trucs un petit peu plus perso, voilà, ce que j'ai bouffé le midi. Il parle pas de sa vie privée, il n'y a rien sur sa vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous cacher? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'on passe de beaucoup? Ah, il y a 12 posts maintenant ou 13 posts. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Vie privée, plus tu l'afficheras plus en post, plus rien. Pour l'instant, non. Après, moi, je suis dans des délires parfois où je me dis, bon, bah, vas-y, c'est parti, je remets des photos. C'est possible que ça revienne. Mais en tout cas, pendant toute la promo de cette EP et pendant la période où j'ai envie de le faire vivre, j'ai vraiment envie de rester focus sur la musique. Ouais. Quel rapport tu as avec les gens qui t'écrivent sur Insta? Tu réponds, tu reçois beaucoup de messages. Pareil, quand c'est privé, tu réponds pas. Si c'est, je sais pas, de la drague, des machins. Ou en revanche, tu réponds que sur du pro. Comment tu gères tout ça sur Insta? En général, je réponds pas mal sur Insta. C'est le meilleur moyen pour me contacter, c'est Instagram, donc parce que je réponds assez vite et de manière assez facile. Après, si on m'envoie juste coucou tous les 2-3 jours, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais voilà, des coucou, coucou, mais voilà, ça sert à rien. Et puis parfois les trucs de chaîne, etc., ou les groupes, je réponds pas parce que ça me gave un peu. Mais oui, je réponds régulièrement quand même. Et tu reçois des trucs un peu improbables? Hormis coucou, parce que... Depuis un petit moment, non, pas trop. Franchement, ça va, les gens se calment. Mais à l'époque de la grosse notoriété, là, oui, tu recevais des trucs improbables. J'ai eu des demandes en mariage, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu... ça, c'est moins sympa, déjà. Ouais, non, mais oui, mais du coup, ça passe du coq à l'âne en plus, hein, d'un message à l'autre, donc c'est
c'est assez perturbant parfois, mais ouais, il y avait des trucs originaux quand même. Tu prends ça au sérieux à chaque fois quand tu reçois des choses un peu hors du commun ou pas du tout? Non. Non, je prends pas ça au sérieux. Et puis souvent, je vais checker le profil. Et en général, c'est toujours un profil soit de quelqu'un qui est fan de tout le monde. Donc on voit une photo avec Emmanuel Moir, une photo avec ci, avec ça. Donc je me dis, bon, c'est peut-être aussi ce qui fait vibrer cette personne, c'est d'être en contact avec des gens qui sont passés à la télé ou qui font de la musique. Il y en a beaucoup. Et pour ce qui est menace de mort, je bloque. Moi, j'efface, je bloque et je suis un peu un dictateur sur mon Instagram. Ouais, Parce que je trouve que les réseaux peuvent être très vite anxiogènes. On vit quand même dans une ville, en tout cas pour ma part à Paris, et dans un métier qui est anxiogène tout le temps déjà. Donc si on doit se rajouter ça, non mais c'est bien, même pour les jeunes qui nous regardent, c'est important de dire qu'il faut que ce soit cadré et qu'on ne peut ni dire ni faire n'importe quoi sur les réseaux. Il faut compartimenter. Et puis si ça vous touche, au lieu de répondre, ça sert à rien. Ça sert à rien de répondre, de se battre contre des moulins à vent, c'est complètement. Ou à la limite, vous répondez et vous bloquez. Et alors là, c'est la plus grosse frustration pour l'interlocuteur, c'est de ne pas pouvoir vous répondre. Et ça, c'est la meilleure des victoires. Moi, j'adore. Et on peut signaler aussi comme ça. Bien sûr, c'est important de le faire. On passe maintenant à l'appli Google. Alors, appli Google, tu sais, on tape donc ton nom, Alban Bartoli, et on regarde un peu les top recherches. Ce que les gens, en général, se posent comme question. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, c'est rigolo, puisque tu as le même nom de famille, mais on te l'a fait à chaque fois, ça. Mais c'est dans les top recherches, donc on est obligé d'en parler, que Jennifer Bartoli. Et oui. Et donc, tu vas le redire, mais tu n'as pas de lien de famille avec Jennifer Bartoli. Le seul lien que j'ai avec Jennifer, c'est le fait que j'ai fait The Voice la première saison, qu'elle était jury dans la saison, point. Voilà, et on se connaît, mais ça s'arrête là, quoi. Et vous aimez bien, c'est une personnalité que tu apprécies, t'aimes. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense qu'elle m'aime bien. Je pense qu'elle m'aime bien, mais en tout cas, on a essayé de chercher pendant des heures à savoir d'où venait ce nom en commun et on n'arrive pas à trouver de lien. Après, moi, je connais très peu le côté Bartoli de ma famille, parce que j'ai connu mon père jusqu'à mes 1 mois, donc voilà, et puis tous les gens qui... Attends, t'as connu ton papa jusqu'à tes 1 mois? Ouais. Enfin, il est parti, voilà, tout petit. Il est parti quand j'avais 1 mois, ouais. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment connu ses parents non plus, j'ai pas connu mes oncles, mes tantes, etc. Donc, c'était très dur de reconstituer l'arbre généalogique avec Jennifer. Donc, ça veut dire que tu n'as pas revu ton papa? Non. Et il est décédé depuis que quand j'avais 14-15 ans, il est décédé. Et comment tu t'es construit comment avec cette absence Plutôt bien, je crois, non? Je sais pas. Ouais, mais ça t'a hanté longtemps? C'est ça que je veux dire, en grandissant? Honnêtement, non, parce que comme je le dis souvent, c'est toujours plus douloureux pour quelqu'un qui a connu son père, qui a beaucoup de souvenirs avec, etc., de le perdre. Alors que moi, mon père, c'était juste un mec sur une photo, quoi. Donc c'était... Alors, peut-être qu'il m'a manqué des choses, c'est possible. Je pense qu'en grandissant, je remarque quelques trucs. Ou quand je vois une relation père-fils, où je me dis, c'est mignon ça quand même. Enfin, il m'a manqué un petit truc peut-être à ce niveau-là. Après, j'avais quand même des repères masculins, j'avais des oncles, j'avais un grand frère. J'ai eu une mère incroyable qui s'est mariée avec une femme du coup. Et donc j'ai eu 2 mamans incroyables, donc ça vaut tous les pères de la Terre. Comment justement par rapport, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est banalisé, mais qui n'a pas toujours été, d'avoir 2 mamans. Pareil, comment est-ce que tu as géré la présence de ces 2 femmes dans ta vie et peut-être le regard au début de certaines personnes qui ne comprenaient pas, sans aucun jugement encore une fois, mais même moi, c'est pas que je ne comprenais pas, mais quand je l'ai appris, j'avais 10 ou 11 ans, elles se sont mises ensemble quand j'avais 10 ou 11 ans, et le premier sentiment que j'ai eu, c'est mais qu'est-ce que je vais dire à l'école? Comment je vais pouvoir expliquer que chez moi, il y a 2 femmes? Donc, chaque fois que quelqu'un venait chez moi, c'était on héberge ma tante parce qu'elle vient de divorcer, etc. C'est compliqué, nanana. Donc, j'essayais de trouver des superchus jusqu'à mes 16-17 ans, où là, vraiment, j'ai dit ouvertement à tout le monde, voilà, ma mère est avec 2 femmes. Ça intrigue même les gens, et aujourd'hui, ça devient presque un truc dans lequel tu brilles en société quand tu le racontes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la société évolue aussi, et que du coup, c'est intriguant pour les gens, et ils se posent des questions, et je comprends. Hein. Après, il y a des questions très bêtes parfois. Est-ce que tu es devenu gay parce que ta mère est lesbienne? Voilà. Okay. Donc, il faut encore expliquer aux gens que l'homosexualité n'est pas héréditaire, etc., etc. Bon, voilà. Oui, mais tu prends ça avec détachement et philosophie aujourd'hui. Mais je reviens juste au petit garçon que tu étais quand tu avais 11 ans. C'est pas ta maman qui, tu dis à l'école, qu'est-ce que je vais dire, etc. Mais ta maman en avait parlé au moment où tu étais à l'école de la situation de famille, que comme ça au moins ça soit dit dans l'encadrement, tu vois. À l'école? Oui, c'était pas à toi. Non, ça. Elle n'en avait pas parlé à l'école et pour tout te dire, elle ne m'en avait même pas parlé à moi.
C'est-à-dire que cette femme est arrivée dans nos vies avec toute la tendresse, l'amour qu'elle nous a donné, etc. Donc la pilule est très bien passée. Mais je lui ai posé la question quand j'avais 10 ou 11 ans en disant, voilà, est-ce que je tairai son nom, mais est-ce que voilà, cette femme est plus qu'une amie pour toi? Et elle m'a dit, on en parlera plus tard. Et on n'en a jamais reparlé. Alors aujourd'hui, on en parle ouvertement, enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a jamais dit, voilà, Alban, je suis avec une femme, je suis lesbienne, je vais t'expliquer 2-3 trucs, etc. Ça ne me l'a jamais dit. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on pense souvent à la difficulté que c'est de faire le coming out, son coming out face à ses parents. Mais est-ce qu'on pense à la difficulté que c'est pour les parents de faire leur coming out aux yeux de leurs enfants, sachant qu'ils sont censés représenter un cadre, un certain truc c'est compliqué. Hein. Enfin, Peut-être, oui, c'est sûr. Je pense que c'est même presque plus compliqué. Elle avait probablement de l'appréhension. Sûrement. Comme on imagine d'un enfant à ses parents, comme tu le dis, mais de parents. Mais là où elle a fait le travail nécessaire, c'est qu'on est 4 enfants, elle nous a tous éduqués dans la tolérance, des choix de chacun. Tant qu'il respecte l'autre à chaque fois. Et donc pour elle, c'était logique qu'on allait accepter. Les preuves en est, on a tous accepté. Est-ce qu'elle est toujours avec cette femme aujourd'hui? Toujours. Elles se sont mariées l'année dernière. Non. Ouais, au bout de 20 ans. Belle histoire, ouais. Donc c'est l'histoire de sa vie. Ouais, franchement, ouais. Et elle savait qu'elle aimait les femmes ou elle t'en a parlé après? Je pense, oui. Oui, avant, je pense qu'avant elle a déjà dû avoir d'autres histoires, mais bon... Ça serait ça pour la sphère ça la regarde, privée, effectivement. Ouais. Autre top recherche, vie privée. Bon, bah là, c'est la tienne. Donc, tu as confié que tu avais rencontré un amoureux grâce à Iris Mittenard. Oui, oui. Alors c'est un amoureux encore aujourd'hui ou c'est plus un amoureux? Non, c'est plus un amoureux, on s'entend bien. Enfin, on s'entend bien, mais c'est plus mon amoureux. C'est une histoire qui a duré 1 an et demi. Alors, grâce à Iris Mittenard, c'est un grand mot. Elle a joué un peu l'entremetteuse, mais je pense que sans elle, on s'en serait sorti aussi. Ah, donc c'est pas elle qui est le fruit de la rencontre? Non, en fait, je l'ai rencontrée le même jour. En fait, on s'est rencontrés tous au même événement. En fait, moi, je chantais pour l'événement. C'était une élection de Miss régionale. Iris était la Miss France de l'époque, enfin de cette année-là. Et mon ex était dans le jury, parce qu'il est comédien, il était dans le jury de cette élection. Donc moi je chantais, lui dans le jury, Iris en train de défiler en tant que marraine de l'événement. Et on s'est tous retrouvés dans une soirée après l'élection. Et voilà, nous on se plaisait déjà, enfin on se plaisait depuis qu'on s'était vus aux balances, etc. Donc elle a juste vu ça, je lui avais confié évidemment qu'il me plaisait, lui avait confié que je lui plaisais. Et en fait elle a fait comme font toutes les copines en mode allez, ils font exprès qu'on se mette à côté. Voilà, et c'est mignon. Le jeu, au moment où on s'embrasse, tout le monde se met à crier. Enfin, voilà. C'est un peu ce truc-là. Et c'était une belle histoire qui a duré 1 heure et demie. Oh, lapsus. Oh là là. C'est une belle histoire qui a duré 1 heure et demie. Ouais, c'était rapide, un baiser. C'était ma plus longue. Non, c'est une belle histoire qui a duré 1 an et demi. C'est pour ça que c'est important de répéter qu'elle compte. Mais à la base, cette histoire était censée... Non, mais à la base, cette histoire était censée durer qu'1 heure et demie. Hein. Enfin, pour moi, c'était ça. C'était quoi, une histoire comme ça? À la base, oui, c'était une histoire de cul, quoi. C'était un truc, okay. voilà. Et au final, on n'a pas réussi à se quitter, à se lâcher. Et 2-3 jours après, c'était déjà le grand amour. Et ça aurait pu aller plus loin, au mariage, par exemple? Parce que je me dis... On a vécu ensemble pendant 1 an et demi, on a vécu ensemble très vite. Et c'est une histoire importante pour laquelle je garde beaucoup de tendresse parce que c'est l'histoire qui m'a permis de faire mon coming out aussi public. Parce que lui, il était très très à l'aise avec tout ça. Ça le dérangeait pas d'être exposé, contrairement à tous les autres mecs que j'avais eus. Enfin, quand je dis tous les autres, j'en avais eu qu'un en fait avant lui pendant 9 ans. Donc, oui, donc grosse histoire. Ouais, donc c'est une histoire pour laquelle je garde beaucoup de tendresse. Voilà. Oui, vous êtes toujours en bon terme aujourd'hui, tu le disais. T'as pensé à te marier même avec lui ou pas? Avec lui, j'ai pas pensé à me marier spécialement. Sachant qu'avec l'histoire, avec le mec avec qui j'étais resté 9 ans juste avant, on s'était pacsé, on avait déjà fait comme un mariage, avec nos témoins, etc. Donc c'était quelque chose, voilà, j'avais déjà donné, donc j'avais pas forcément envie de revenir là-dedans, quoi. Et donc là, maintenant, tu estimes que tu es guéri de cette histoire des 1 an et demi? Ou c'est encore un peu difficile et tu n'es pas prêt à t'ouvrir à une nouvelle histoire? Ou si ça y est là? Ah oui, non, mais oui. Et puis après, alors il y a eu 1 an et demi, mais après j'ai eu un autre mec pendant 4 ans. Ah, après mais d'accord, oui, ok. Ouais. Ah oui, ça remonte un petit peu. Ouais, ça remonte à 2017-2018. Et là, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans. D'accord. Voilà. Donc, avec qui il y a des projets ou tu te laisses vivre on se laisse. Alors là, vraiment, c'est une relation, j'ai l'impression, plus adulte déjà, parce que moins passionnelle, moins l'un sur l'autre, etc. Et voilà, on n'a pas de projet en soi, à part de vivre bien, de voyager
et de kiffer pour le moment. Voilà. Bah, c'est ça, d'être juste bien avec quelqu'un. C'est peut-être ça, les relations matures, quand on dit, tu sais, on a trouvé quelqu'un avec qui vraiment, là, cette fois-ci, on se pose. Et on n'a pas une boule au ventre quand on se sépare 2 jours. Enfin, voilà, c'est un peu plus sain, quoi. Et là, c'est quelqu'un qui vous a permis de vous rencontrer ou c'est pas Iris Mittenard n'est pas dans toutes les histoires d'amour non plus. Finalement, c'est quelqu'un qui nous a permis de nous rencontrer, c'est le créateur de l'application Tinder. Non. Ah oui, si, d'accord. Parce que sans lui, on se serait peut-être pas rencontrés. Je pensais que tu vas pas passer un coup de téléphone pour dire merci. Mais d'accord, sur les applis de rencontre comme quoi, Tinder, ça peut aussi ouvrir des portes à des grandes histoires et longues histoires d'amour. Bah ouais, carrément. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens nécessaires pour rencontrer du monde un peu partout. Il faut juste pas se dire que c'est la seule solution de rencontrer les gens. C'est vrai qu'en général, on se dit oui, de rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami. On parlait d'Iris à l'instant. Voilà, c'est l'idéal, mais bon. Et de toute façon, après, on vit son histoire d'amour et on se... D'ailleurs, Iris Mittenard, tu as vu qu'il s'est séparé de Diego et Glaoui. Tu connaissais le couple un petit peu, les deux? J'avais déjà croisé Diego une fois ou deux. Je connais un peu sa sœur parce que je l'ai même reçue dans mon ancienne émission, Kenza, qui est une influenceuse. Et non, sinon, je ne savais pas vraiment ce qui se passait dans leur couple. Non, pas trop. Et pas trop déçu, pas trop, parce qu'ils allaient se marier quand même. C'est... Moi, Malheureusement, alors moi je suis un peu fataliste dans l'amour, malheureusement je vais peut-être décevoir plein de gens, j'en sais rien, je vous laisse croire à tout ça, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, si vous y croyez. Voilà, mais j'ai beaucoup de mal à croire aujourd'hui qu'on arrive à rester avec la même personne toute sa vie. En tout cas, j'ai trop d'exemples autour de moi qui me prouvent l'inverse. Je pense qu'on peut aimer quelqu'un toute sa vie, ça c'est une évidence. De là à rester avec toute sa vie, c'est de plus en plus rare. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même dans la société dans laquelle on vit. C'est hard et je tire mon chapeau à tous ces gens qui tiennent la barque aussi longtemps. Voilà, aussi longtemps. Le tout, c'est juste de se dire, c'est pas grave d'échouer dans un couple, le tout, c'est que vous soyez heureux. Voilà, restez pas enfermé dans un truc pendant 50 ans qui vous rend malheureux. Voilà. Tu penses qu'on a un seul grand amour dans la vie? Non. Il n'y en a pas un qui te marque plus, qui fait que tu n'oublieras jamais et cette personne peut revenir à n'importe quel moment dans ta vie? Alors en ce qui me concerne, non. Je ne ravale pas mon vomi, donc les ex, c'est terminé. J'aime pas l'image. Mais pardon, excuse-moi. Mais par contre, oui, je garde une énorme tendresse pour chacune des relations que j'ai eues, en tout cas les 3 hommes avec qui j'ai vécu. Et oui, le premier avec qui je suis resté 9 ans, ça me sera marqué à vie. Mais par contre, je ne me vois absolument pas revenir avec lui. Peut-être qu'il aura évolué, peut-être que... Voilà, dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, ça c'est sûr. Mais a priori, c'est pas quelque chose que tu imagines. Non. Et tu es bien dans ta relation et tu es bien en ce moment. L'appli photo. Allez, on y va. Je te montre des photos. Tu me dis qualité, défaut. Est-ce que cette personne t'inspire? Non, ce ne sont pas les tiennes privées parce de que ton téléphone. Non, mais parce que j'en ai pas mal des applis de retouche. Mais qu'as-tu? Ah bon, appli retouche? Ah bon? Ouais, il y en a quelques-unes. D'accord, ok. Non, là, c'est des photos de personnalité. On va te montrer en première photo Nabila. Alors, Nabila, tu as été proche d'elle. Tu l'as revue d'ailleurs là au Festival de Cannes. Oui. C'est quoi? C'est une histoire un peu... on a l'impression que vous êtes très proches, après ça s'éloigne, après vous vous retrouvez, mais c'est quelqu'un que tu prends plaisir à... c'est ça. Quelle relation tu as avec elle aujourd'hui? Bon, déjà, c'était un coup de cœur dans Les Anges. Clairement, on était quand même proches. On s'aimait beaucoup. Et je crois qu'on s'est toujours beaucoup aimé avec Nabila. À la sortie des Anges... j'étais le seul de l'aventure à avoir été invité à tourner avec elle, Allo Nabila, pour ses fiançailles à Marrakech avec Thomas, etc. Et je suis aussi proche de Thomas que de Nabila. Hein. Vraiment, je les considère tous les deux de la même manière. Et après, la vie a fait que, déjà, avec le tourbillon qu'ils ont eu, celui que j'ai eu à ma petite échelle aussi, nos vies, forcément, se sont un peu séparées quelque part. Mais on s'est quand même croisés plusieurs fois. En 12 ans, on a dû se croiser 6 ou 7 fois dans des événements, dans des trucs et tout. Et puis, je suis parti à Marrakech avec eux 3-4 jours. Mais on n'avait jamais le temps de vraiment prendre du temps pour nous, parler, passer vraiment du temps de qualité ensemble. Et là, au Festival de Cannes, il y a quelques semaines, j'ai pu échanger avec eux pendant 1 heure ou 2. On s'est revus le lendemain, le surlendemain. Donc c'était hyper agréable parce qu'en fait rien ne change. Enfin, rien ne change. On change. Nabila a déjà beaucoup changé en bien. Elle est devenue... bien, en fait, je parle... Qu'est-ce qui a changé? Je parle à une adulte. Là, je parle vraiment à une adulte. Alors qu'à l'époque, moi, ce qui me faisait rire, c'est que elle avait que 2 ans de moins que moi, mais j'avais l'impression parfois elle avait 15 ans. Et c'est-à-dire quoi? Elle avait des références où elle était encore un peu bébé dans sa tête? Non, mais très superficielle. Elle le disait elle-même, hein, elle ne s'est jamais cachée d'être superficielle. Aujourd'hui, on voit qu'elle est folle amoureuse de ses enfants. Elle est toujours aussi folle amoureuse de Thomas. Ils ont quand même eu une force
qu'ils ont puisé je ne sais où pour rester ensemble, parce qu'avec ce qu'ils ont vécu, ça a été très compliqué. Je parle évidemment de la prison, de oui, tout ce qui parce s'est que passé. même l'histoire, c'est leur histoire personnelle, quoi, mais un coup de couteau, enfin tout ça, il s'est passé quand même des choses extrêmement violentes. C'est pas anodin, quoi. Voilà, c'est ça. Où C'est normalement, en général, on vous conseille de vous en aller quand ça va dans des telles proportions, quand c'est aussi grave dans un couple. Et tout ça, je sais que tu es très engagé dans toutes les associations de violences faites aux femmes, etc. C'est important, enfin, hommes et femmes, de toute façon, quand il y a de la violence dans un couple, en général, on lève le pied et puis... donc, et tout ça médiatisé en plus, enfin surmédiatisé, donc c'est encore plus difficile à vivre. Donc voilà, mais en tout cas on a passé du temps de qualité, on a ri, on était trop contents. Et comment tu penses qu'elle s'est relevée? Comment ils se sont relevés de ce tourbillon médiatique? Parce que c'est ton terme, tourbillon médiatique, mais comment elle a fait? Parce qu'elle a presque une deuxième image aujourd'hui, Nabila. Effectivement, il y a la Nabila d'avant, il y a eu ce drame. Elle a une deuxième chance, quoi, médiatiquement. Elle a vraiment une deuxième chance qu'elle a su saisir avec brio, je trouve, parce que l'image de Nabila a changé du tout au tout. Elle a une équipe qui l'entoure et une équipe qui a l'air fiable et qui est talentueuse, parce qu'on voit bien les looks qu'elle propose, la manière dont elle se comporte. Elle est quand même plus dans les grosses polémiques. Nabila, c'était un scandale toutes les 24 heures en général, pendant quand même plusieurs années. Donc là-dessus, je pense qu'elle a beaucoup mûri. Comment ils se sont relevés? Je pense que c'est clairement l'amour, parce que c'est vraiment des amoureux. Là-dessus, on peut rien dire. Enfin, clairement, Nabila, avec la notoriété, l'argent, la beauté qu'elle a, elle aurait pu être femme de footballeur, femme d'un émirat arabe. Enfin, voilà. Elle aurait pu avoir une vie encore plus grande que l'ambition qu'elle mettait. Et finalement, elle est restée avec ce petit gars d'Aix-en-Provence, un peu macho sur les bords, mais très sensible quand même, qui n'a jamais été la star des programmes qu'il a fait, puisqu'il est toujours sorti avec les stars de ces programmes-là. Je fais référence par exemple quand il y avait ce truc avec Capucine, Nadège dans Secret Story, après ça a été Nabila pour Les Anges, etc. Mais elle est restée avec un mec vraiment terre à terre. La famille de Thomas, je la connais, c'est des gens hyper simples, hyper cool, hyper gentils, le cœur sur la main, en dehors de ce star system. Et je pense que c'est le bon équilibre entre les deux, parce que c'est pas évident d'être le mec de Nabila. Hein. Ah bah, je pense qu'effectivement, il doit... Franchement, c'est pas évident. Sursollicité. En tout cas, lui, il a décidé de ne plus s'exposer. Ah, okay, il me l'a dit clairement, je ne m'exposerai plus, à part quelques photos sur des photocalls avec Nabila, parce que je l'accompagne, voilà. Et il t'a dit pourquoi il voulait plus? Parce qu'il en a marre, c'est plus son truc. Je pense que Thomas est arrivé dans la télé un peu par hasard, hein, parce qu'il ne savait pas quoi faire à ce moment-là, il était jeune, il s'est dit il y a peut-être de l'argent à se faire, c'est cool. Je pense qu'il n'avait pas d'ambition de notoriété derrière de la part de Thomas, mais donc maintenant il fait de l'immobilier. Voilà, ils ont leur business, leur famille et tout, ils sont trop heureux. Ils sont heureux. Il a trouvé l'amour en tout cas dans la télé-réalité, ça c'est pas mal. Sûr. Caroline Receveur. Oui. Caroline Receveur, je sais que c'est une personnalité inspirante pour toi. Ouais. Et les nouvelles sont bonnes. On a partagé avec elle, enfin elle a décidé de nous faire partager son combat contre la maladie. Qu'est-ce que tu as pensé de ce choix de médiatiser avec ses followers son combat contre la maladie? Ça t'a touché? Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, Caroline et moi, on s'est un peu perdu de vue. Alors, on s'écrit, il n'y a pas une année où on ne s'est pas écrit, mais on s'échange quelques messages de temps en temps. On ne se raconte plus nos quotidiens, donc j'ai appris son cancer de la même manière que tout le monde. Et je trouve qu'elle a une manière de communiquer qui est toujours assez positive, qui est toujours belle, parce que même sans cheveux, cette femme est magnifique. Enfin, il y a pas de... Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et puis c'est important, avec la communauté qu'elle a, c'est trop important qu'elle en parle. Surtout le message, elle fait avancer le fait qu'on on arrive à prononcer de plus en plus facilement le mot cancer. Qu'on le dise. Elle montre aussi qu'on peut rester féminine, parce que franchement, que ce soit pour un homme et peut-être encore plus pour une femme, si on a un cancer, une maladie qui nous affaiblit, qui nous rend moins beau, moins rayonnant, pour plein de raisons. Elle montre que, alors évidemment, elle a une génétique de ouf et elle est super belle de base. Mais elle montre quand même qu'il y a des moyens on se teint les cheveux dans une couleur un peu pétante, comme ça on oublie en fait que on se concentre sur les cheveux, on se concentre pas forcément sur le reste, qu'on peut encore être sexy, jolie, avant, les des perruques. C'était compliqué, alors qu'en fait maintenant ça devient presque in d'essayer des perruques, de lancer. Tu as des marques qui se sont lancées autour, donc c'est une vraie influence. Après ça coûte toujours très cher d'avoir une très très belle perruque, donc c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, en tout cas elle montre un message positif, un message de guérison aussi. Et elle parle de la maladie. Et elle parle de la maladie et c'est important qu'elle le fasse. Comme la prochaine photo que je te montre, parce que c'est Florent Pagny. Florent Pagny, c'est ton lien avec The Voice. Et lui aussi, il a décidé de se confier. Donc en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, tu as des personnalités qui, comme ça, face caméra, parlent de ce qu'elles vont vivre, de leur traitement, si ça va ou si ça va pas mieux. Et Florent Pagny, là, en l'occurrence, il a expliqué vouloir reprendre une tournée, si tout va bien l'année prochaine. C'est pareil, c'est une personnalité médiatique que tu aimes bien, et l'artiste, tu salues.
Bah oui, moi je l'ai connu en pleine forme dans la première saison de The Voice. C'est son buzz qui a fait que ma vie a changé quelque part. Donc forcément, je garde toujours un œil sur lui. Et puis j'ai grandi avec ses chansons aussi, donc forcément. Mais je sais pas si lui, ça a été un choix vraiment d'en parler, parce que lui, il est quand même assez discret sur sa vie, etc. Je pense juste aussi que quand tu es artiste et que tu es ultra médiatisé, si tu ne parles pas, on va le faire pour toi. Donc c'est important de... les devants, Bah ouais. Garder le contrôle sur les événements de ta vie, et garder le contrôle sur le message qui va passer, quoi. Et enfin, Loana, comme dernière photo. Loana, quel lien tu as avec elle? Je sais que tu avais pris parole sur le plateau de Touche pas à mon poste pour parler d'elle et tu étais face à Sylvie Ortega qui avait dit « Mais Loana m'a dit qu'elle ne connaissait pas ce jeune homme. » En tout cas... Alors moi, je n'ai pas eu ni l'avant ni l'après. J'ai vu cet extrait-là et je me suis dit bah, « Je vais demander à Alban qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Parce que j'imagine que si tu as pris parole ou position vis-à-vis de Loana, c'est que tu la connais un petit peu. Ouais. Tu ne serais pas allé en mode non, je sais pas. En tout cas, je remarque, Alexandra, que toutes les photos que tu me montres, c'est que des gens que j'ai fréquentés à qui il est arrivé des malheurs. Donc, non, mais ne croyez pas que je suis bien. Ne croyez pas que je sois un chat noir. Hein, mais non, tu peux pas dire ça. En plus, ils ont traversé des épreuves c'est vrai, bien sûr. Mais Florent Pagny, on lui souhaite que du positif et c'est en bon chemin. Caroline Receveur aussi. Pareil. Nabila, elle s'est relevée. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai plutôt envie de dire l'inverse. C'est malheureusement les aléas de la vie comme ça peut arriver à chacun. Mais Loana, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué toujours en ce moment. Loana, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est un parcours de vie où effectivement voir la lumière au bout. C'est un parcours de vie en dents de scie depuis qu'elle est connue et même avant qu'elle soit connue. Je crois qu'elle a eu d'autres malheurs. Enfin, il y a eu l'abandon de sa fille, etc. Enfin, il y a eu des problèmes déjà avant la télé-réalité. Oui, alors Loana, en fait, c'est pas du tout quelqu'un qui a fait partie de mon entourage dans ma vie, absolument pas. Je l'ai rencontrée 3-4 fois. J'ai été interviewé par elle sur Non-Stop People d'ailleurs, et je parle de ça bien avant toute l'histoire Sylvie Ortega, etc. Elle me demandait même des autographes ou des photos pour certaines personnes de sa famille. Enfin, voilà. Et à chaque fois, j'avais pris le plaisir à la rencontrer, et je me disais, et on a fait des trucs pour des assos ensemble, et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. En fait, je sens la gentillesse, je sens pas une once de méchanceté en elle. Et j'ai toujours eu, c'est horrible ce que je vais dire parce que ça fait peut-être un peu pédant, mais j'ai toujours eu un peu de peine pour elle. Et c'est de la peine vraiment bienveillante, une peine en me disant, putain, elle a dégusté, elle a vraiment dégusté parce que même si on lui a donné une notoriété sur un plateau d'argent, elle n'avait pas les armes nécessaires pour en faire quelque chose de bien. Elle n'a jamais été très bien entourée, elle avait des démons intérieurs qu'elle n'a pas su combattre, ou en tout cas qu'elle essaye de combattre comme elle peut. Donc voilà, et en fait, je me suis dit, tiens, on n'avait pas eu de nouvelles de Loana depuis un petit moment, et j'animais à l'époque une émission qui s'appelait Ils ont fait la une sur VL Média. Une émission d'1 heure où je retraçais un peu le parcours avec un invité de quelqu'un qui a eu de la notoriété à un moment donné de sa vie, soit qui vendait des millions de disques, soit qui faisait des couvertures de magazines, enfin, voilà, pour plein de raisons. Et je me suis dit, bon, quand même, Loana, c'est un profil hyper intéressant pour l'émission, j'adorerais l'inviter, je l'aime bien. Voilà. Je passe par Sylvie Ortega qui se disait être son agent à l'époque. Je lui envoie un message vocal sur Instagram, on s'était déjà croisé une fois ou deux. Et elle me répond un truc hallucinant en me disant Nabila n'a pas de... Enfin, Nabila, pardon. Loana est pas très en forme en ce moment, etc. Combien tu la payes voilà, elle va demander un cachet, etc. Tu sais tout aussi bien que moi qu'on ne paye pas les invités. On ne paye pas des invités. Même sur les grandes chaînes, à moins que ce soit des artistes américains et qu'il y ait des deals, tu vois. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout le cas. Ton chien, il est trop mignon. Et voilà. Et du coup, moi, ça a commencé à... Attends, pardon, mais comment tu avais réagi? Donc, elle t'a dit combien Loana va payer pour venir? On ne paye pas les invités. Okay. Sauf que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'elle m'a dit surtout, n'en parle pas directement à Loana si tu as l'occasion de la voir. C'est moi qui gère, etc. Bon, faut pas me la faire à moi. Je comprends très vite qu'il y a anguille sous roche. Et la personnalité de Sylvie Ortega pose problème déjà dans sa manière de parler, dans sa manière de réagir. Je dis rien, à part à mon mec de l'époque avec qui je vivais, je lui disais c'est fou quand même. Enfin, et pendant 2 jours, je rumine ce truc. J'ai l'impression que Loana, elle est quand même pas très bien entourée. Oui, parce que de quoi t'aurais eu peur qu'elle prenne l'argent, c'est ça ce qu'elle aurait pu faire? Elle prend l'argent et puis Loana n'en voit pas la couleur et c'est ça qui se passe. C'est fort possible. Et de toute façon, on ne serait jamais allé jusque-là parce que je l'aurais pas payé quoi qu'il arrive. Et donc du coup je le dis juste à mon mec et 2 jours après on apprend qu'elle fait une overdose et que cette fameuse Sylvie Ortega était présente. Donc là je prends mon téléphone, je ne fais jamais ça, j'envoie juste un message sur mon Instagram en disant écoutez si quelqu'un connaît Loana, est proche d'elle etc. Elle est très mal entourée en ce moment, je vais nommer Sylvie Ortega, j'ai rien contre elle mais d'après ce que je vois ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien pour elle. Donc c'était juste... pour ne pas être dans une situation de non-assistance à personne en danger, hein, clairement c'était ça, et parce que j'avais beaucoup d'affection pour elle. Il se trouve que la vidéo, elle a fait 300 000 vues en 15 minutes,
Et ce qui est quand même un peu vexant parce que quand je poste de la musique, ça fait beaucoup moins de score. Ça va faire pareil avec ma pause. Et du coup, j'ai été invité le soir même pour en parler avec Sylvie Ortega, Cyril Hanouna, mais qui du coup direct. n'a pas dit la vérité quand elle a dit que Loana ne te connaissait pas. Non, mais elle me dit, j'ai appelé Loana, Loana m'a dit qu'elle ne te connaissait pas. J'ai prouvé par A plus B le soir même, dans une émission sur Non-Stop People, je mets la vidéo de Sylvie Ortega qui dit « Mais elle ne connaît pas du tout ce garçon ». Et juste après, on entend Loana qui dit « Bonjour Alban, merci d'avoir accepté mon invitation ». Point. Voilà, le débat était clos et je n'ai jamais reparlé de cette histoire depuis ce jour-là. Jamais, jamais, jamais. Et Loana, aujourd'hui, tu lui souhaites quoi? Qu'il y ait quelqu'un vraiment qui maintenant permette qu'elle se sorte, qu'elle se tire vers le haut, Oui, je lui souhaite qu'elle soit tirée par le haut, qu'elle rencontre les bonnes personnes, qu'elle s'éloigne de la lumière tant qu'elle n'est pas capable de l'assumer, parce que la lumière, ça peut faire mal. Hein. Oui, mais on dirait qu'elle en a besoin quand même pour exister. Tu vois, quand elle va sur des plateaux de télévision, qu'elle montre même son physique, où elle a des coups, où il lui arrive... Tu vois, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une vraie détresse et qu'il y a un besoin aussi d'être Je pense exposée. que c'est quelque chose qui l'a nourrie quelque part, parce qu'elle a vécu pratiquement plus de temps maintenant célèbre que pas célèbre. Donc elle a besoin de ça, elle se sent peut-être exister par là, mais il faudrait qu'elle rencontre les bonnes personnes qui lui prouvent que exister, ça ne passe pas forcément par ça. Et puis peut-être revenir plus tard avec en meilleure santé, en meilleure... prendre soin d'elle. Ouais, prendre soin d'elle, c'est important. T'as pas le temps de prendre soin de toi quand tu fais de la télé tout le temps, surtout quand tu es aussi polémique et clivante que Loana. Quoi. Ouais, prendre soin d'elle pour faire un beau comeback médiatique. Appli X, Twitter, est-ce que tu aimes cette appli ou pas? J'ai vu que j'allais me parler de films porno. Qu'est-ce qu'elle me raconte? L'appli X, c'est pas connu ça. Il y a du porno sur X. Hein. Oui. Il y a des fois des vidéos. Il y a des vidéos. C'est un peu violent quelquefois. Pour moi, X, donc anciennement Twitter, c'est un peu la poubelle des réseaux sociaux. C'est un peu méchant, moi. Je trouve. J'ai tapé ton nom pour regarder, etc., pour voir un peu tout ce qu'il y avait. Bon, j'ai pas trouvé énormément de choses, pour être honnête, mais j'ai trouvé des tweets par rapport à l'émission Un dîner presque parfait sur W9. D'ailleurs, je sais pas si tu as vraiment aimé cette expérience. En vrai, moi j'ai aimé l'expérience parce que j'adore cuisiner, mais moi je crois que je l'ai pris au premier degré cette expérience parce que j'ai vraiment cuisiné de ouf. Et j'ai gagné, hein, donc je suis content. Oui, mais est-ce que tu as été vexé, je sais pas, par les remarques? Parce qu'il y en a toujours, ça fait partie du jeu quand même. Non, en vrai, pour ne rien vous cacher, en plus de ça, ça s'est très bien passé avec la production, tellement bien passé que je suis devenu journaliste pour eux. Et j'ai fait des épisodes avec eux qui ne sont pas encore diffusés en tant que journaliste. Donc là, je me suis vengé comme jamais à essayer de créer des situations, des trucs, parce que c'est drôle à faire. Moi, j'adore. Donc c'est toi qui orientais, par exemple, dans les toilettes, c'est toi qui disais à tel candidat, oui, il a dit ça sur ton plat, machin, toi, qu'est-ce que tu vas répondre? C'est le travail d'un journaliste. Après, on les laisse dire complètement ce qu'ils veulent. Moi, j'ai aimé l'équipe, la production, elle est super, c'est vraiment top. Après, c'est les gens avec qui j'étais. J'ai rien contre eux, mais ça a resté des candidats de télé-réalité et je crois qu'en fait, ça y est, je suis passé vraiment à autre chose. Quoi. Voilà, pourquoi tu fais ce programme, par exemple? Franchement, ça faisait 3-4 fois qu'ils me le proposaient. À chaque fois, j'étais pas dispo. Là, je me suis rendu dispo. Et je me suis dit, ça peut être drôle, franchement, de faire le dîner presque parfait. J'adore cuisiner depuis toujours, je reçois tout le temps mes potes, etc. Et on s'est toujours dit, qu'est-ce que tu ferais si tu fais le dîner presque parfait? Je dis, là, je vais le faire pour de vrai, donc je vais vraiment m'y mettre. Et en fait, les autres n'avaient pas vraiment envie de cuisiner, c'était un peu... c'était je t'aime moi non plus, le tournage était long, ça durait jusqu'à 1h ou 2 du matin tous les jours. Donc c'était plus les conditions de tournage avec les autres qui étaient un peu plus compliquées, mais bon, j'en garde quand même un bon souvenir et c'était Donc si c'était à refaire, tu refais ou c'est bon? Oui, tu referais. Alors refaire, ça dépend de peut-être un combat des champions, un truc comme ça. Moi, je suis un peu compétiteur et j'avais envie d'avoir des gens devant moi qui prenaient le truc. Ouais, là, ils n'ont pas vraiment joué le jeu, quoi. Ils n'étaient pas sur la cuisine. Non, mais là, si j'avais pas gagné, j'aurais pété un plomb, par contre. Mais t'as gagné, oui, tout voilà, va bien. Mais voilà. Cool. Non, mais bon, ça, c'est vraiment, c'est vraiment du fun, c'est du bonus, c'est pour rigoler, c'est pas du tout. Ouais, puis ça faisait une petite exposition aussi médiatique quand même. Oui, encore. Autre tweet, alors là, on parle de la Starac. Alors là, j'ai trouvé des tweets. Il a craché sur la Starac, t'es qui toi? T'as quoi à répondre à ça? Parce que juste pour recontextualiser, t'as donné ton avis, on t'a posé la question. Ouais. Sam t'a posé la question en interview, qu'est-ce que tu pensais de telle candidate de la Starac par rapport à The Voice? Est-ce qu'elle aurait pu faire The Voice? Bon, t'as répondu franchement. Mais après, effectivement, tu t'es pris quand même pas mal de commentaires et tout. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent « Ah, il a craché sur la Starac, t'es qui, toi ?»
Moi, je suis un fan inconditionnel de la Starac. Quoi qu'il arrive, depuis toujours, je suis une encyclopédie de la Starac. Tu peux me poser n'importe quelle question. Je sais qui a gagné telle année. Je connais même le premier candidat qui s'est fait éliminer. Alors vas-y, 2004, non je rigole. Parce que même 2004 moi je suis même pas... 2004, c'est Grégory Marchal. Ouais, okay. Ouais. J'allais dire en finale contre Lucie Bernardoni. Ouais, mais celle-là a été facile, je suis mal tombée. Je sais pas à la maison, je peux dire vraiment... Ok, t'es une encyclopédie de la Starac. En tout cas, je suis une encyclopédie de la Starac. J'adore ce programme. C'est le programme que j'ai rêvé de faire. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je l'ai fait. Enfin, j'ai fait les castings, je les ai fait 2 fois. Une fois où j'étais vraiment dans les derniers avant de rentrer au château. J'avais 17-18 ans, donc c'était il y a un petit moment. Et j'ai raté le casting de la Starac. Et ce qui s'est avéré être problématique quand je suis allé dans l'émission de Sam, c'est juste que moi j'ai dit que j'avais raté le casting de la Starac. Je n'ai jamais dit que la Starac était ratée. Donc si les internautes se basent que sur un titre, on connaît la chanson, forcément, s'ils ne regardent pas l'interview, forcément ils pensent que je crache sur le programme. La seule chose que j'ai dit, c'est que Léa, en tout cas à l'époque de la Star Academy, qui était une candidate de la première saison là, de la nouvelle Starac, n'avait pas le niveau pour faire The Voice, puisqu'on me demande si elle a le niveau pour faire The Voice. Donc tu as répondu non. franchement, non. Toi, non. Elle a 18 ans, elle est dans une école de chant, elle a des capacités et du potentiel, ça c'est certain. Et je suis qui pour dire ça? Je pense qu'on n'est pas obligé d'être Céline Dion ou Michael Jackson, ou d'avoir vendu des millions de disques pour avoir un avis. Même toi, en tant que non-chanteuse ou non-musicienne, je sais moi, pas, je peux te dire, tu as le droit, j'aime pas. Voilà, tu as le droit de donner ton avis. Bien sûr, par exemple, moi je peux te dire que j'aime beaucoup la Starac de la version d'il y a quelques années par rapport à celle d'aujourd'hui. Et toi, laquelle préfères-tu ou... Alors c'est sûr que je préférais toujours l'ancienne Starac parce que c'était incroyable, les invités étaient incroyables, ça faisait C'était un vrai show quand même. C'était un show incroyable. C'était The Place to be. Be. Même les jeux, c'était un truc qui faisait... alors le côté télé-réalité faisait pas l'unanimité, mais je pense que n'importe qui est impressionné de voir Mariah Carey le samedi soir chanter avec un gamin qui était dans sa chambre 2 semaines avant. C'est un truc qui est hyper positif, déjà c'est de la télé positive et ça c'est ce qui manque depuis des années. Et je pense qu'en tant qu'enfant des années 90-2000, on a aimé la télé d'avant. Enfin, on a aimé les stars à domicile, les gens pleurés à la télévision, les gens authentiques à la télévision qui n'avaient pas les codes. Moi, j'adorais voir des gens qui n'avaient pas les codes à la télévision. Aujourd'hui, même la boulangère, elle sait répondre à une interview. Donc, c'est... bon, il y a encore des programmes un peu authentiques, mais de moins en moins. Et par contre, je suis quand même content de ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. On n'est pas tombé dans un truc télé-réal à mort avec... j'avais peur qu'ils fassent des répliques des Anges ou des Marseillais et que ce soit ça me rassure du coup. Ça me rassure Donc tu es beaucoup. autant fan de la première version old school. Oui, je garderai toujours la old school dans mon cœur, mais celle-ci, elle est quand même hyper positive. C'est 100% Starac. J'ai relevé cette phrase de toi en interview où tu dis « J'ai vendu mon âme un peu trop tôt ». Je t'en parle parce qu'on parle justement de programme de télé-réalité, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu des anges. Parce que je pense que c'est surtout des anges dont tu parles quand tu donnes cette phrase. C'est les paroles d'une de mes chansons, ça. Ouais, j'ai vendu mon âme un peu trop tôt quand même. Ça veut dire... Enfin, c'est fort. Au diable, ouais. C'est quand même fort. C'est-à-dire qu'il y a une sensation d'échec quelque part dans cette... Alors, c'est pas une sensation d'échec, mais c'est vrai que du haut de mes 22 ans, je suis allé un peu la tête la première dans ce programme, sans réfléchir à toutes les conséquences. Il n'y a pas eu des conséquences dramatiques, au contraire, ça m'a ouvert plein de portes. Mais quand je dis un peu trop tôt, c'est que c'est pas le fait d'avoir fait Les Anges qui me dérange, c'est le fait que j'avais pas d'album de prêt pour sortir, un truc qui me ressemble et que voilà, avec la maturité que j'ai aujourd'hui et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je suis sûr que cette exposition, j'en ferai quelque chose de bien plus positif. En fait, tu es parti fleur au fusil dans un programme, mais tu n'avais pas assuré tes arrières en te disant ça va me permettre d'avoir une exposition, mais de confirmer avec mon talent d'artiste derrière. Oui, en fait, j'ai continué à bosser direct, enfin, j'ai continué à bosser, à faire sortir des titres, j'ai sorti je sais pas combien de clips, donc j'ai toujours été dans cette activité-là, mais je faisais plein de choses pour plaire aux gens. Donc si c'était un peu la mode R&B, j'étais dans le R&B, j'étais hyper évasif en fait sur ma musique et je pense que c'est en ça que j'ai pas gagné mon public en fait. Parce qu'en fait, le public des Anges, ils sont fans de nous parce qu'on a fait Les Anges. Ils ne sont pas fans de nous parce que c'est nous. Oui, et ils sont fans des histoires qu'il y a dans Les Anges. Et voilà, donc, le plus gros du travail, c'est d'arriver à les récupérer à la suite de ce genre de programme. Donc, il y en a certains qui sont restés. Il y en a d'autres qui m'ont découvert sur le tard, donc c'est très cool aussi. Mais voilà, vendre mon âme au diable un peu trop tôt, c'est que je n'avais pas les armes nécessaires derrière. Mais donc, est-ce que ça veut dire que tu regrettes d'avoir fait Les Anges? Non, du coup, j'ai pas l'impression. Non, si c'était à refaire, tu aurais refait. Dans ton parcours, tu n'aurais rien changé. C'est peut-être l'après qui aurait été un peu différent. Et dans la mécanique
l'arc en tant que tel des anges, moi je connais pas du tout l'envers du décor des émissions, des interviews, de comment ça se passe la vie en communauté. Il y a juste une chose qui vraiment me passionne, où je me dis à titre personnel, c'est la question de l'hygiène. Tu sais, on a entendu là récemment que sur des tournages, il y a des candidats. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te gênait à l'époque sur les anges, c'était le cas, où tout le monde était clean et ça se passait comment, tu vois, les anges? Je me dis c'est parce que de l'extérieur, et je vais dire un mot, je vais dire joyeux bordel. C'est un mot gentil, mais on a l'impression que ça partait dans tous les sens. Donc l'hygiène dans les anges, c'est quoi? C'est pas fou, hein. C'est pas fou. C'est pas fou. Après, on mettait 14 personnes de 20 ans dans une maison à je sais pas combien de millions de dollars sans avoir de gens qui nous font à manger ou qui font le ménage, hein, parce qu'on faisait le ménage nous-mêmes. Alors, il y avait des femmes de ménage qui venaient le dimanche quand on était en off. Mais bon, le dimanche soir, c'était terminé. Le ménage était fini. Enfin, il n'y avait plus de... Enfin, voilà, c'était compliqué parce que beaucoup de linge, on perdait nos affaires, certaines personnes qui se douchaient pas tout le temps. Non, c'était compliqué. Après, tu te mets dans un mood et tu te dis, bon, écoute, c'est pas grave, c'est la colonie de vacances, c'est pas chez moi, donc au bout d'un moment... tu te fais tes petits trucs. Amélie, elle me lavait mes serviettes, elle me la mettait sous l'oreiller pour que personne me la pique. Donc voilà, on essayait de se protéger les uns les autres et voilà, ceux qui avaient envie d'avoir de l'hygiène, ils l'avaient. Oui, et puis bien laisser les toilettes propres et tout. J'imagine que ça, il y a quand même de la discipline. Enfin, j'espère. Oui, quand même. Oui. Enfin, j'ai pas de souvenirs de trucs de ouf. Moi, je me dis, tu vois, avant de rentrer dans un programme, ça, je testerai tout le monde. On parlait des mycoses, des machins, je ferai des tests à tout le monde comme ça pour être sûr que niveau hygiène. On fait des tests, on fait quand même des tests médicaux avant de rentrer. Ah, vous faites des tests médicaux et psychologiques. En gros, on doit... Psychologique, oui, je sais, mais médicaux, ils testent quoi, les MST, tout ça? Alors, je me souviens plus exactement, mais en gros, non, on va pas aller jusque-là. Et c'est vrai que c'est dommage, enfin, c'est bête, mais je me rappelle que j'avais passé un truc à la CPAM, un truc professionnel où j'étais obligé de voir un médecin qui m'ausculte, etc., pour prouver que je suis capable de partir dans ce genre d'aventure. Mais autant vous dire que là, on fait pas Koh-Lanta, donc ils ont pas testé non plus toutes mes aptitudes ou voilà, je crois qu'on m'a fait une prise de sang, il me semble, mais je suis même pas sûr, franchement. Mais en tout cas, il y avait un truc médical et un truc psy avant de rentrer. D'accord. Et sérieux, le truc psy, tu trouvais ça sérieux ou c'est un peu léger? Bah non. Enfin, c'est 3 questions. Est-ce que tu as envie de te suicider? Est-ce que tu as déjà eu envie de te suicider? Est-ce que tu as déjà eu envie de tuer quelqu'un? Et pourquoi tu fais cette émission? Point. C'est 3 pour de vrai? Ouais, en gros, c'est ça. Bon, je te le grossis un peu. C'est extrême quand même, hein. C'est des questions, effectivement. C'est-à-dire que non, j'ai jamais eu envie de tuer quelqu'un. Non, j'ai jamais eu envie de me suicider. Et j'y vais pour l'expérience humaine. Voilà, et là, t'es sûr de rentrer. Enfin, tu vois, il suffit de cocher les bonnes cases. Ouais, donc il y a peut-être quelque chose à revoir en termes d'encadrement. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe. Éviter les dérives, quoi. Aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe, mais on a eu trop de cas qui ont prouvé que c'était pas... que psychologiquement, il y en avait plein qui n'auraient jamais dû faire de télé-réalité. Qui n'étaient pas prêts. On passe à l'appli banque maintenant. Oui. Dans notre téléphone. On est comment là, niveau banque? Ça va? On a eu des moments de galère ou pas? On est bien ou pas? Ouais. Alors, on est bien. On est bien maintenant. Je vais te dire pourquoi. Je gagne moins d'argent que quand j'avais 22-23 ans. Ok. Donc, qui a 10 ans. Mais j'en économise beaucoup plus. Du coup, je n'ai jamais été aussi riche de ma vie. D'accord. J'allais dire à l'équilibre, non, toi c'est l'inverse. Ah bah ouais, non. Alors je gagne très bien ma vie aussi, hein, donc je peux mettre de côté et j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais je n'ai jamais été aussi riche de ma vie alors que je gagne quand même la moitié de ce que je gagnais à l'époque. Qu'est-ce que tu dépensais avant du coup? J'ai envie de te dire, si on revient 10 ans avant, ça veut dire que tu dépensais de l'argent de manière colossale, quoi. Bah, je faisais n'importe quoi. Quand on avait envie de partir aux États-Unis avec mon mec, on partait aux États-Unis. Lui avait quitté son taf, donc je payais un loyer à 1700 balles par mois pour 35 mètres carrés à Étienne Marcel. C'est toi qui payais l'appart avec ton mec? Ouais, du coup, ouais. Oui, alors pendant plusieurs mois, ou voire un an et demi. C'est moi qui l'ai payé tout seul. On partait en voyage tout le temps. On s'est acheté une voiture électrique, on n'avait pas le permis, à 15 000 balles comme ça. Enfin, voilà, et on allait au resto. Enfin, un gamin de 23 ans qui fait des trucs avec son argent. Et pourtant, j'avais une mère qui me disait mets de côté, mets de côté, mets de côté, mets de côté. Bon, j'ai compris ça. Après, alors, j'avais mis de côté un petit peu, donc le confinement s'est bien passé pour moi. Et après le confinement, j'ai changé de mindset. Je me suis dit, bon, ok, tu gagnes bien ta vie, ça fait plusieurs années que ça dure, ça peut ne pas durer. On sait très bien, hein, ça peut ne pas durer, il y a des chances que ça ne dure pas. Donc là, voilà, tu viens d'avoir 30 ans, vas-y, commence à te responsabiliser. Du coup, voilà, depuis que j'ai 30-31, je commence à économiser quand même pas mal et je suis content. Et t'es posé maintenant. Ouais. Mais avant cette période-là un peu faste, c'était quoi? Associé à un pétage de plomb? T'as pété les plombs? Et c'est comme ça que ça s'est retranscrit sur l'argent? Ça part trop vite.
Ça part trop vite. C'est un pétage de plomb de partir aux États-Unis comme ça, son truc d'acheter une voiture électrique alors que. Oui, mais tu sais, non, mais si tu savais combien on gagnait en sortant des anges, c'était. Pareil, comme je te dis, je n'ai aucune idée. Donc pour que je puisse avoir une idée où les gens qui n'ont. C'est quoi? C'est de quel ordre? Je l'ai déjà dit, mais en gros, tu sais, nous on faisait pas de placement de produits, donc évidemment c'est rien à côté de ce que des Jessica Thivenin ou des Thibaut Garcia peuvent gagner aujourd'hui. Mais on faisait des bookings, ce qu'on appelait des bookings, c'est on allait dans une boîte de nuit, on était payé pendant 2 heures pour faire des coucous et des autographes et des photos aux gens. Il est vraiment trop mignon ce film. Il est en détente. Oui. Et du coup, on était payé pour venir faire remplir la boîte, en fait, la boîte de nuit. Et ça pouvait monter entre 1 500 et 2 000 euros. Et c'était comme ça 3 fois par semaine en général. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc 3 fois par semaine, je gagnais 1 500 balles. Donc oui, ça faisait environ ça faisait 4 000 et quelques. Ok, tu étais à 30 000 euros par mois, quoi. Bah ouais, entre 20 et 30 000 par mois pendant plusieurs mois. En booking, donc sans compter les participations aux téléréalités, etc. Alors ouais, la télé-réalité, j'étais payé 20 000 euros net, Voilà. enfin brut, 20 000 euros brut. C'est parti très vite, j'avais un prêt étudiant et tout, donc ça pour le coup, c'est normal qu'il n'en reste plus. Mais bon, pour les bookings, c'est vrai qu'à l'époque, si j'avais été un peu plus intelligent, ça aurait été. J'aurais mis de côté, mais je regrette pas parce que j'ai vécu des années incroyables sans tomber dans des travers. Enfin, j'ai jamais acheté un sac Hermès à 12 000 balles. Voilà, je me suis fait 2-3 cadeaux. T'as évité un peu les écueils de la drogue, tout ça. Oui, complètement. Ouais, t'es passé à côté de ça. Complètement. Moi, j'ai pris ma première cuite à 26 ans, genre 27 ans. Même dans les anges, j'en avais jamais pris de ma vie. D'accord, ok. Donc très sérieux. Ah ouais, une grenouille de bénitier. Je me suis un peu rattrapé depuis, mais. Mais tu t'es posé sur l'argent. Ouais. Alors ça va. Appli contact maintenant, parce qu'on est bientôt à la fin de cette émission. Ouais. J'aimerais bien savoir la personne que tu aimerais appeler, là, si je te disais, voilà, elle est plus de ce monde, mais grâce au téléphone d'Allo Alex, tu vas pouvoir appeler quelqu'un de disparu, qui est très cher à ton cœur, et à qui tu vas pouvoir laisser un message. Tu me répondrais qui? Oh, c'est difficile comme question. Qui je te dirais? Oh, alors là... J'ai 3 quarts d'heure devant moi ou pas? Alors, pas vraiment. En plus, c'est quelque chose de très intime, alors je ne veux pas me permettre de t'orienter, mais tu parlais de ton papa tout à l'heure. Oui. En fait, à la limite, oui. Peut-être lui, pour savoir... pour connaître le son de sa voix, parce que déjà, moi, je suis hyper sensible aux voix, en général. Par exemple, mon mec sur Tinder, j'étais obligé de l'appeler avant qu'on se rencontre, parce que si la voix ne me correspondait pas, je ne serais jamais allé. Voir comment il parlait... peut-être lui demander des explications sur certaines choses. Ouais. Pour en connaître plus sur mon histoire, je pense que ce téléphone pourrait être utile. Tu sais pourquoi il est parti quand tu avais 1 mois? Oui, parce que ma mère lui a dit de partir, parce qu'il y avait des problèmes entre eux et que c'était un mec qui avait des problèmes. Voilà. Tu le sais lesquels ou pas? Oui, il y a eu des problèmes de... c'était quelqu'un d'un peu violent, c'était quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool, qui avait des problèmes de jeu, c'est un peu l'inverse de moi, en fait. Ouais, c'était un petit voyou, voilà, marseillais. Et s'il te demandait pardon au cours de ce fameux coup de téléphone, tu lui dirais quoi? Je lui dirais ok, je lui dirais merci, parce que ça peut être courageux de demander pardon à quelqu'un, mais en fait, je ne lui en veux pas. Donc, à partir du moment où tu n'en veux pas à quelqu'un, ses excuses, tu les prends, mais ça glisse un peu, quoi. Tu continues ta vie. Une personne où tu n'as pas du tout envie qu'elle t'appelle, là? Si tu vois son nom sur le téléphone, tu dis « Oh non, pas elle ». Une personnalité ou une personne... qui tu veux. Ça peut être quelqu'un de ton entourage. Le contrôleur des impôts, par exemple. Ah, trop facile, non, ça. Bon, t'as des choses à cacher. Non, pas du tout. Mais non, je dirais qui non, franchement, je sais pas. Moi, quand on m'appelle et que j'ai pas envie de décrocher, je décroche pas. Comme ça, c'est réglé. J'ai aucune... Merci beaucoup, Alban. C'est déjà la fin de cette émission. Merci, Alex. Dernière petite séquence que je vais te proposer, le temps de remercier ceux qui nous ont suivis derrière leur écran, c'est de me laisser un petit message, de prendre le combiné là, du téléphone d'Allo Alex, et de me laisser un message. On est 20 ans plus tard, donc on ne s'est pas vu. Bon, j'espère qu'on se recroisera, mais imagine, on ne s'est pas vu pendant 20 ans. J'aurais pris cher d'ici là. Tu me dis, ce que tu es devenu, où tu es, voilà, est-ce que ton projet de vie, des enfants ou pas, je ne sais pas. Ok. Ta vie, moi je vous remercie. Ton EP La Pause, allez voir le travail d'Alban. On te retrouvera aussi sur scène. Oui. Tu l'as dit en début d'émission, il y aura des dates. Sur mes réseaux, vous regardez. Sur tes réseaux, voilà, vous tenez au courant de son actualité sur Insta, entre autres. Merci infiniment. Merci. J'espère que tu reviens quand tu veux ici. Et regarde la décontraction. Je pense que Loulou a passé un bon moment. Ouais, je l'ai bien saoulé avec mes histoires. Hein. Merci Alban, et je te laisse laisser le message. Ça marche.
Oui, salut Alex, c'est Alban, j'espère que tu vas bien. Bon, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu me resitues. Tu sais, le beau gosse que tu avais invité plusieurs fois dans tes émissions. Sache que j'ai pris un sacré coup de pelle depuis. Mais bon, je t'appelle, je suis au bord de ma piscine à Punta Cana, là, et je voulais savoir ce que tu faisais avec ton petit loulou, hein, puisque tu m'as dit qu'il était né en 2005 et qu'il était encore vivant, donc je me dis que ça doit être encore le cas. N'hésite pas à passer me voir. Et puis voilà, je te fais des bisous. Salut Alex.